Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine dans l'édition du 23 novembre 2018. Nous commençons cette émission avec une petite visite chez Moisson-Vallée et la directrice Brigitte Pellerin répond à toutes nos questions. Nous rencontrons Joanne Dubé, une citoyenne qui a lancé une pétition pour que la ville d'Amqui prenne en charge les animaux domestiques errants, ainsi que son conjoint, M. Carole Abud, et finalement Pierre Damour, maire d'Amqui. En novembre, défier la vallée sous le thème du conditionnement physique. Toute la population est invitée au banquet de Noël du Centre chrétien d'Amqui et les profits seront remis à la famille d'Anthony Gagné. Et finalement, Chloé Paquette, directrice de l'Association coopérative d'économie familiale de la péninsule, vous instruit sur les lois qui entourent les cartes cadeaux fort populaires à Noël. Dans le Bas-Saint-Laurent, plus de 300 organismes à but non lucratif et coopératives génèrent l'économie sociale. Présentes dans tous les secteurs d'activité, ces entreprises collectives ont pour finalité de servir la communauté. En consommant leurs produits et services, nous participons à l'amélioration de notre richesse collective et de notre qualité de vie. L'économie sociale, Ensemble, par nous, pour nous. Consultez le répertoire de vos entreprises collectives au www.économiesocialebsl.com. Merci beaucoup, mon beau monsieur. Bien. Connaissez-vous cette belle dame aux cheveux blancs? Elle m'a l'air tellement sympathique. Oui, je la connais. C'est tout un phénomène. Ah, vous pouvez m'en parler? Oui, monsieur. Elle est veuve depuis à peu près 5 mois. Puis son mari a laissé une belle somme d'argent. Puis je te dis qu'elle ne montrait pas avoir trop de peine. J'aurais jamais pensé. À la voir, elle a l'air tellement sympathique. Elle a l'air sympathique. Elle a toujours vécu à son crochet. Puis elle fait sa crèche. Elle n'a jamais travaillé de sa vie. En plus, elle passait son temps à le dénigrer. C'est horrible. On va dire comme le vieux dicton. Les apparences sont souvent trompeuses. Oui, ils sont trompeuses. Puis je te conseille fortement de tenir loin de ça parce que là, elle manque d'argent puis elle s'en cherche un autre. Ben, à l'avenir, je suis bien content de le savoir. Je vais me dire loin de cette femme. L'intimidation peut avoir des conséquences sur la santé physique, peut avoir des conséquences également sur la santé mentale, peut avoir également des conséquences sur le plan social, la perte de liberté. Si vous avez été témoin d'une situation comme celle-ci, vous pouvez faire appel aux ressources qui existent. Nous sommes chez Moisson-Vallée parce que Brigitte Pellerin avait plusieurs annonces à vous faire et nous parlons entre autres de la récupération de contenants que vous pouvez venir porter ici. Nous en discutons dans l'entrevue. Brigitte, on est dans ton garde-manger ici. Dis-moi, tous ces dons-là, ça vient des épiceries, mais aussi de la population. Effectivement, comme le mois de décembre approche, la cueillette annuelle, les paniers de Noël, mais il faut jamais oublier qu'en janvier, les demandes sont supérieures au mois de décembre. Fait que nous, il faut quand même être là pour subvenir à ces demandes-là. Donc, on fait une collecte de denrées non périssables, c'est-à-dire céréales, canage, ketchup, tout ce que les gens ont envie de donner, nous, on prend ça pour pouvoir subvenir aux besoins toute l'année. Ça peut être même des produits là, comme des plasters, des pansements, des choses comme ça. Oui, bien sûr, du savon à corps, des produits pour les bébés, de la pâte à dents, du shampoing. C'est tout ce qu'une personne peut avoir besoin. Fait que quand t'as pas les moyens, mais il y a des petites choses que tu vas te priver. Ça fait que c'est toujours agréable d'avoir tout un petit peu d'un mélange de tout, là. Et pour les paniers de Noël, on a jusqu'à quand pour donner notre nom? Ici, à Amqui, les paniers de Noël, chaque municipalité
Pas tous en font, mais pour ici à Mcou, ils ont jusqu'au 5 décembre pour venir compléter leur demande. Et c'est seulement les lundis et mercredis matin. Et je crois qu'il faut amener aussi une preuve là, de l'impôt. Oui, ça nous prend le rapport d'impôt, bien sûr, le revenu des gens pour savoir s'ils sont admissibles. Alors, on va se déplacer un petit peu ici pour voir qu'est-ce qui se passe plus au sous-sol. OK. Ici, on est dans l'environnement de la cuisine collective. C'est les lundis que ça se passe. Oui, toujours les lundis après-midi. Comme aujourd'hui, ils font des boulettes barbecue puis des tortillons au chocolat. Donc, ça, les gens ont juste à s'inscrire ici, puis à Moisson-Vallée, 629-1331. Puis Isabelle leur communique avec eux, soit qu'elle les joint à d'autres groupes qui existent déjà ou qui font complètement un nouveau groupe. C'est une fois par mois, ça coûte simplement 2 $. Ils viennent cuisiner ici, ils repartent avec ce qu'ils ont fait. Voilà. Et puis, est-ce qu'ils peuvent venir tant qu'ils veulent ou bien c'est quand même limité? Bien, c'est une fois par mois. Comme j'ai dit, c'est une fois par mois à l'année quand on est ouvert sans problème. Ils peuvent venir toute l'année, il n'y a pas de place limitée? Pas du tout. Pas du tout. C'est ouvert à tous. Pas nécessairement ayant des contraintes financières. Des fois, tu peux vivre un peu solitude. Ça fait que tu viens ici pour te changer les idées. Parfait. Alors, on va aller maintenant dans l'environnement où on peut manger. Là, on est dans un autre type de réserve. On a des contenants ici. Je voulais qu'on vienne voir ça avant d'aller dans la salle à manger parce que c'est des contenants que si on les jette, ça pollue. Donc, au moins leur donner une deuxième vie. Oui, nous ici, comme on récupère chez les restaurants, à l'hôpital, on reçoit des choses, des pâtes au poulet, des lasagnes, des boulettes. Fait que ces contenants-là nous servent à... On met les ingrédients dedans et on remballe et on donne ça aux clients. Comme les restants de soupe populaires, on a besoin de peau de vitre. Fait qu'on met notre soupe pour donner dans les services. Ça fait que tous ces contenants-là, pour nous, c'est très, très utile. Même des crêtes d'œufs, parce que nous, on en reçoit ça en caisse. Des caisses, des fois, qui sont... Des subdivisés. C'est ça. Ça fait qu'on ne donnera pas une caisse à une personne. Donc, on a besoin de crêtes d'œufs pour faire des douzaines d'œufs. Est-ce qu'on peut venir vous porter ça devant la porte quand vous êtes fermé ou devant la porte, mais sous la galerie, il y a une petite porte. Quand on est fermé, les gens peuvent mettre ça en dessous de la galerie, puis nous, on récupère ça le matin. Puis c'est tout lavé avec de l'eau de Javel. Il y a une façon de procéder avec la MAPAC. Fait que tout est bien réutilisé. Merci. Là, on y va dans la salle à manger. Brigitte, c'est ici que la soupe populaire se passe. Là, ça a changé de date. Oui, la soupe populaire est rendue... De jour. De jour, oui, pas de date. La soupe populaire est rendue les mercredis midi, toujours de 11h30 à 13h. La raison de ce changement-là, c'est que les services sont rendus les jeudis. Nous, ça nous permet de récupérer pour les jeudis plus de denrées à remettre dans les paniers et la cuisinière a plus de temps à préparer sa soupe. Et souvent, les fameux congés, c'était les lundis. Ah. Donc, le mardi matin, c'était beaucoup rush faire 2 soupes. Fait que, tu sais, on a dit, on va décaler d'une journée la soupe populaire. Ça fait que la soupe est les mercredis et les services sont les jeudis. Ça a changé le 31 octobre. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont rivés le nez le mardi? Étrangement, pas du tout. Non. Pas du tout. Même les services alimentaires, on s'attendait à avoir des téléphones le mercredi. Non, on a avisé depuis le mois de septembre. Ça fait que ça s'est quand même bien fait. Les gens ont suivi. Moi, j'ai dit le mercredi, on va avoir une baisse. Tu sais, pas du tout. On est toujours entre 40 et 60 personnes à la soupe. Oui, c'est vraiment populaire, la soupe populaire. Puis, est-ce qu'on peut rappeler c'est quoi qu'on sert ici et à quel prix? Il y a toujours 2 choix de soupe, une soupe plus repas, puis un potage ou une crème, puis un dessert à 1 $. C'est juste le dessert qu'on demande une contribution. Puis une fois par mois, il y a toujours un repas qui est gratuit. Puis, on peut se régaler aussi, mais sur commande avec des pâtés. Oui, c'est la 3e année, je crois, que Moisson-Vallée fait des pâtés à la viande. Si vous voulez faciliter votre préparation des repas des fêtes, on va faire vos pâtes à viande pour vous. On les vend au coût de 8 $. On fonctionne par précommande. Puis tous ces sous-là sont remis à Centraide, bien évidemment, qui nous donne des sous à chaque année pour réaliser notre mission. Les pâtés sont 8 $ chacun. Donc, vous pouvez m'appeler 629-1331. Est-ce qu'il va y avoir encore un spécial là, pour les fêtes là, qui s'en vient? Eh oui, il va toujours avoir notre belle soupe de Noël avec le fameux 6 pâtes qui s'en vient. Ça va être le 19 décembre.
Alors, on vous suit évidemment et puis merci beaucoup de nous avoir reçus encore une fois. Ça fait plaisir. Nous allons maintenant rencontrer Joanne Dubé et son conjoint Carole Abud, qui sont amis des chats et qui ont initié une pétition pour la ville d'Amqui à propos des animaux errants. Madame Dubé, on est ici pour parler de la pétition que vous avez lancée. Dites-moi, c'était quoi l'événement déclencheur qui a fait en sorte que vous vouliez lancer une pétition sur les animaux errants à Amqui? Bon, regardez, c'est que cet été, j'ai trouvé un chat errant dans ma cour. Il était caché dans mes sorboreas, ça faisait 3 jours. Un petit chat à peu près de 10 mois. Et puis, je savais pas quoi faire. Alors, j'ai appelé la ville pour leur dire que j'avais un chat dans ma cour. Alors, M. Caron m'a répondu que la ville ne faisait absolument rien. Alors, j'ai été sidérée de la réponse. Et puis, OK, fait que je suis partie chez le vétérinaire. Et étant donné que j'ai déjà moi-même 6 chats et un chien, puis c'est des chats que j'ai ramassés. Alors, je l'ai amené chez le vétérinaire. C'est cruel à dire, mais mon objectif, c'était de le faire euthanasier parce que les gens que je connais en ont tous. Et j'ai dit, je vais le faire euthanasier. Et j'ai eu la chance, cette journée-là, de rencontrer quelqu'un chez le vétérinaire qui l'a adopté. Et puis, je vais vous dire, je l'ai vu parce que la dame l'a ramené chez le vétérinaire. Il y avait eu un petit accident. Elle l'a ramené pour le faire soigner. Et il a doublé de volume et puis elle adore son chat. Fait que, mais ça a été l'élément déclencheur. Donc, en quoi consiste la pétition? La pétition, c'est qu'en fin de compte, c'est que, on voulait sensibiliser les gens qui avaient un problème. Deuxièmement, on voulait sensibiliser la ville qui a aussi un problème puis qu'il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est de s'asseoir un moment donné puis en discuter. Les gens qui ont signé la pétition, beaucoup sont conscients du problème. Et moi, je me dis que la ville, c'est important qu'elle fasse quelque chose. Mais ce quelque chose-là, ça peut être s'associer à un refuge qui est déjà existant. Parce que il y a des gens qui vont dire on va partir à un refuge, mais ça se passe pas comme ça, un refuge. Il faut faire quelque chose. L'hiver arrive. Alors, il faut dire à la ville, allez-y, bougez. C'est ça, en quoi ça consiste, la pétition. Et qu'est-ce que vous attendez de la ville exactement? Qui s'assoit avec vous, qui regarde des solutions, qui s'engage immédiatement? Ce que j'aimerais, ou pas juste moi, parce qu'il y a d'autres personnes comme moi qui voient la souffrance, c'est que la ville fasse des démarches avec un autre refuge. J'aimerais qu'ils forment un comité pour essayer de résoudre le problème. C'est, disons, la priorité là, pour la ville en ce moment. Mais après, quand le comité va être formé, parce que c'est important de former un comité, mais le comité, vous savez, ça doit être des gens qui aiment les animaux. Ça doit être des gens qui veulent faire quelque chose, veulent changer les choses. Ça doit être des gens d'action. Parce que s'asseoir à une table puis parler, ça ne change rien. Il faut s'asseoir, parler et agir. Mais pas agir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Vous savez, c'est la vie. Un animal, c'est la vie. Si on parle de vie, on parle de souffrance. Et c'est ce que je demande, c'est que c'est pas compliqué. Donc, la problématique qu'il y a avec les animaux errants, c'est pas juste ici que ça se passe.
Non, regardez, au Québec, on a 1 700 000 chats errants. On a 500 000 euthanasies par année. Et on est considéré comme la province qui a un record de maltraitance pour les animaux au Canada. C'est sûr que on a le même problème dans la vallée, là. On parle du Québec, mais on a le problème dans la vallée. On a le problème en Gaspésie. On l'a partout, le problème. Et cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie, mais à chaque fois que j'arrive chez le vétérinaire, il y a quelqu'un qui arrive avec un chat errant. Je suis en train de payer ma facture et il y a un téléphone, quelqu'un qui vient de trouver une chatte avec des chats. J'arrive à l'animalerie, une madame qui arrive avec un paquet de chatons puis qui ne sait pas quoi faire avec. Et de quelle façon la ville d'Amqui pourrait s'investir? De quelle façon ils peuvent changer les choses? Bon, OK. Je crois qu'il y a à promouvoir la stérilisation. C'est la base. Faire des coûts accessibles à la stérilisation, faire des programmes avec les vétérinaires, faire de la publicité, journaux, radio, télévision, faire des affiches sur la stérilisation, en mettre partout. Vous savez, une affiche, juste à la voir, et à la voir, et à la voir, ce qu'on appelle un message subliminal. Un jour, cette affiche-là va certainement convaincre 1, 2, 3 personnes de stériliser leurs animaux. Ce que la ville peut faire, c'est financièrement aider les gens aussi à faible revenu à stériliser leurs animaux. Faire des réglementations. Mais c'est beau faire des réglementations. Il y en a plein de réglementations. Mais il faut les appliquer. Souvent, on ne les applique pas. Faire une table de concertation, comme je disais au début, avec des gens qui veulent, des gens de la ville et la population. C'est sûr qu'on n'a pas besoin de 20 personnes, mais peut-être 7-8 personnes qui veulent vraiment s'impliquer avec des gens de la ville. Et on fait que la ville d'Amqui, on puisse arriver à que tous nos animaux soient stérilisés, ou presque. Il y a aussi... mon Dieu, il y a tellement de choses qu'on... Regardez, l'éducation. Ce qui serait intéressant, c'est que la commission scolaire embarque dans le programme. À partir de la maternelle, on parle des animaux, on parle de la stérilisation, on parle des besoins des animaux, de la souffrance des animaux. On commence tout petit, on monte, on s'en va à polyvalente. Et c'est d'en parler, d'en parler, d'en parler. Et si on fait ça, ou après 20 ans, ces gens-là qui vont sortir de l'école vont être sensibilisés. C'est sûr que ça ne se fera pas demain matin, mais on va former une génération de gens qui vont se préoccuper des animaux. Ça commence au niveau de l'éducation. Dans un programme de français, on peut en faire. Une semaine où on met des affiches dans les écoles, on en parle. On fait venir des vétérinaires, on fait ça tous les années. On fait venir des spécialistes sur les animaux. Et puis, ça aiderait énormément. Qu'est-ce que la ville peut faire? Exemple, si on s'assoit avec les vétérinaires, exemple, on prend l'été, il y a des vétérinaires qui sont en stage à Saint-Hyacinthe. On peut utiliser ces gens-là en passant par les cliniques vétérinaires et faire une stérilisation de masse, OK, pour la vallée de la Matapédia. On va chercher ces vétérinaires-là et avec l'accord de nos vétérinaires. Imaginez comment ça serait beau, quelqu'un nous passe des locaux libres et on stérilise à moindre coût.
Et puis même, la ville pourrait faire des stérilisations gratuites pendant une semaine de temps. On va chercher les animaux errants, on les attrape. Mais moi, j'ai des rêves, je veux faire des choses, mais je peux pas faire toute seule. Puis dites-vous que moi, je vous dis ça, mais il y a plein de gens qui pensent comme moi. Il y en a eu beaucoup de signatures pour la pétition. J'ai dépassé mon objectif. C'est que la signature a été à peu près 5 jours, plus ou moins. Et mon objectif était de 1500 noms. Je suis rendue à 1601 noms, je crois, mais je devais la déposer vendredi dernier. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir et m'a dit « J'aimerais tellement prendre ta pétition et l'amener dans mon milieu de travail. » Et il y a une chose la pétition a été déposée dans quelques endroits, des gens qui ont accepté. Puis il y a eu les 2 toiletteuses, le salon Karine et le salon 4 pattes. Métro, Rona, la coopérative, le dépanneur du Haut, l'épicerie du centre sportif, qui était anciennement dépanneur Levasseur, la clinique vétérinaire. Mais j'ai eu un coup de cœur. Tout le monde a participé, puis ça a été extraordinaire, mais j'ai eu un coup de cœur. Métro. Où les caissières se sont impliquées. C'est incroyable. Je pensais jamais. Parce qu'il faut penser que c'est une grosse boîte. Et les grosses boîtes, habituellement, vont mettre ça là. Puis ils vont dire, bon, OK, pas de problème. Mais eux, ils ont embarqué. Écoutez, ça a été au-delà de mes espérances. J'en parle et j'en suis touchée. Alors, mon coup de cœur va à Métro. Et j'ai un coup de cœur aussi au Salon Karine qui, elle, m'a dit, je vais mettre ça sur mon Facebook. Et on a eu 176 signatures dans son Facebook. Fait que, mais je remercie tout le monde, là. Mais bon. C'est beau l'implication, mais là, c'est ça, avec ces signatures-là, ça prouve vraiment qu'il y a une problématique qu'il faut régler. Puis, il y a déjà un refuge qui existe, puis vous pensez que peut-être que la ville pourrait travailler avec ce refuge-là. En attendant, si la ville ou la MRC décide de faire quelque chose, mais en attendant, il faut agir maintenant. Et je crois que la ville pourrait s'associer déjà à un refuge existant. Le refuge de Saint-Anaclet. Oui, le refuge de Saint-Anaclet qui est existant et ils sont sur leur 6e année actuellement. L'hiver s'en vient. Il y a des animaux qui sont déjà errants. La solution, ça serait quoi? D'ouvrir nos portes, d'accueillir ces petits chats-là, de faire un refuge, parce que faire un refuge, c'est beaucoup de réglementation, c'est difficile. C'est quoi la solution? Je réponds à votre première partie de question. Il y a des gens actuellement qui ont appelé chez le vétérinaire. J'étais là, écoutez. Et ils disent, j'ai un chat à ma porte, ça ne m'appartient pas. Il veut rentrer. Oui, c'est l'hiver, c'est sûr. C'est un chat que je dis qui a été garroché. Moi, ce que je demande aux gens, c'est d'ouvrir leur cœur puis d'ouvrir leur porte. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible que l'hiver pour un animal. C'est les engelures, les pattes, les oreilles. Les oreilles peuvent même tomber. Ils peuvent perdre un membre. Vous savez qu'on a des moins 30 ici avec facteur vent. Ça peut monter jusqu'à moins 35. Quand je parlais de l'Italie, il fait beau en Italie. Mais ici, c'est pas la même chose, là. On a l'hiver. Les femelles qui sont gestantes en plein hiver meurent. Les bébés meurent. Ils peuvent pas boire. Un chat doit boire. Comment vous voulez qu'un chat errant puisse aller boire? Un chat errant ne peut pas se nourrir l'hiver, ou presque pas. Alors, qu'est-ce qu'ils se font? Et puis, en attendant qu'ils ouvrent quelque chose ou en attendant que la ville se décide à s'associer à un refuge, faites-les rentrer.
Parce que faire un refuge, ça demande beaucoup de réglementation. Oui, votre deuxième question. Faire un refuge, ça se fait pas comme ça. Il y a des gens qui vont dire « Oh, je pars un refuge. » Ça prend un local adéquat. Ça prend des pièces, parce qu'on ne met pas tout le monde dans la même pièce. Il faut que les animaux soient vus par le vétérinaire. On a une partie quarantaine où les animaux doivent être vaccinés, soignés. On ne peut pas les mélanger avec les autres animaux. On a une partie chatterie, on ne peut pas mélanger les mamans gestantes puis les bébés. Puis les jeunes chats, on ne peut pas les mélanger avec les chats matures. Alors, on a des sections. Il y a des chats qui sont contaminés, qu'on doit soigner, qu'on ne doit pas non plus intégrer avec les autres. On doit les guérir totalement. Il faut tout que nos animaux passent chez le vétérinaire. Il faut que ce soit chauffé l'hiver. L'été, ça prend de la climatisation. Ça prend énormément d'argent. Ça prend des commanditaires. Et chercher des commanditaires, c'est pas facile. Les gens donnent pas beaucoup. Et vous allez dans des compagnies de nourriture pour animaux. C'est difficile. Il faut payer, là encore. Ils donnent rien. Personne ne donne rien. Ils font beaucoup d'argent sur le dos des animaux. Mais quand ça arrive au refuge, ils donnent rien. Ça prend des bénévoles. Il faut nettoyer tout ça. Oh mon Dieu, si vous saviez comment le travail est phénoménal dans un refuge. Et ça prend des bénévoles, ça prend des employés. Mais des employés, on ne peut pas en avoir beaucoup. Si c'est une personne qui décide de partir en refuge, ça prend trop d'argent. On peut avoir un employé à temps plein, mais on ne peut pas en avoir 10. Alors, souvent, les bénévoles arrivent. OK, le refuge ouvre. Ah, là, on a des bénévoles. Et tout d'un coup, de 50 bénévoles, on tombe à 25. De 25, on tombe à 10. Et puis, tout d'un coup, il n'y en a plus. La personne qui est là commence le matin à 8 heures et sort de là à 6 heures du soir. Il y a tous les cages à nettoyer, il y a les soins à donner, parce que c'est pas la personne qui nettoie, c'est pas elle qui va faire les soins. Il y a les animaux à sortir, à les amener chez le vétérinaire pour faire les visites, les stérilisations. Ces gens-là sont toujours à se promener. L'idéal, c'est d'avoir un refuge où les vétérinaires vont. Et il y a même des refuges qui ont leur propre vétérinaire. Mais écoutez, on ne parle pas de la vallée de la Matapédia, là, hein? Mais ça, c'est une volonté. Mais on peut faire des choses, oui. Ça ne coûte pas une fortune d'engager un vétérinaire. Alors, vous avez un rêve. Ouais. Pouvez-vous me le partager en terminant? Moi, ce que j'aimerais... j'en ai 2 rêves. J'aimerais créer un fonds stérilisation pour les animaux. Alors que la ville participe, que le fonds participe, que le vétérinaire participe, que le public participe, puis que nos commerces participent. Puis ce fonds-là, c'est des sous qu'on ramasserait, qu'on placerait et qu'on ferait une réduction avec la ville. Puis mon deuxième rêve, c'est que j'aimerais qu'un jour, la vallée de la Matapédia, la MRC, on soit pointé du doigt pour l'exemple qu'on fait. Pour la stérilisation, pour l'impact qu'on a fait sur les gens, qu'on ait 0 abandon, qu'on ait 0 euthanasie, qu'on ait 0... que tous nos animaux soient stérilisés. Ça serait mon rêve, que les gens, les caméramans, de Radio-Canada, de TVA arrivent ici et puis disent « Qu'est-ce que vous avez fait, vous, dans la vallée de la Matapédia? » On est toujours les derniers, on est toujours à la remorque des autres, on regarde toujours. Mais pourquoi ça serait pas nous? C'est une fierté. Ça serait notre fierté. Au lieu de ici, ça serait le lieu où l'on s'amuse, ça serait le lieu où l'on respecte les animaux. Monsieur Abud, vous êtes très concerné, vous aussi, par la situation, évidemment. Il y a une nouvelle législation sur les animaux. Oui, c'est la santé et le bien-être animal que le Québec a adopté en la fin 2015, début 2016, concernant la situation des animaux domestiques. C'est que le Québec avait vu, le ministre Paradis à l'époque avait vu, lui, qui avait un laisser-aller généralisé au Québec concernant les animaux domestiques, et aussi il y avait la problématique de Montréal et des grandes villes.
Et il y avait des villes à travers le Québec qui avaient des législations sur des réglementations plutôt sur la propriété d'animaux domestiques. Maintenant, c'était des règlements, comme à Amqui, on a un règlement sur les animaux domestiques. Sauf que le règlement, je pense qu'il y a 10 lignes, je pense. C'est une question de permission d'avoir des animaux domestiques. Et aussi, il y a puis aussi l'obligation de payer une médaille pour les animaux domestiques. Maintenant, c'est beau avoir des réglementations, mais il faut faut être capable de les appliquer, les règlements. Maintenant, avec l'évolution des sociétés, il y a de plus en plus d'animaux domestiques. Les gens vont dans les animaleries pour avoir un animal parce qu'un petit chaton ou un petit chiot, c'est bien beau quand c'est petit. Et on prend ça comme un jouet. Mais un animal, ce n'est pas un jouet, justement. Et c'est ça la loi québécoise a amené, c'est que l'animal n'est plus un objet. Parce qu'avant, objectivement, légalement, un animal, c'est un objet. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un objet, c'est un être doué de sensibilité que la loi dit. Donc, il y a des obligations à chaque propriétaire d'animaux de respecter la loi québécoise. Les municipalités peuvent, elles plutôt, faire des règlements en relation avec la loi québécoise de façon à ce que les propriétaires d'animaux respectent des règles. Ces règles-là, c'est quoi? D'abord, pas l'euthanasie, mais la stérilisation des animaux. C'est qu'il y a des villes au Québec qui obligent les propriétaires à stériliser leurs animaux domestiques. L'obligation, avant, on disait, mais non, c'est libre à tout le monde. Non. Maintenant, il y a des municipalités qui obligent. Parce que le phénomène de non-stérilisation, c'est que si vous partez d'année zéro avec un chat, un mâle et une femelle, on peut arriver au bout de 4 ans après 20 000 bêtes. Et ça à partir des 2 premiers 0-4 ans. Fait que il y a un problème. Maintenant, encore faut-il qu'il y ait une volonté politique dans chaque municipalité. Aujourd'hui, les municipalités sont regroupées. Beaucoup de municipalités sont regroupées. Il y a ce qu'on appelle les MRC. Les MRC, comme ici la MRC de la Matapédia, on pourrait, je pense, avoir un règlement qui est applicable sur toutes les municipalités de la région. Chaque municipalité peut avoir son règlement et la MRC peut avoir aussi son règlement adapté à chacune des municipalités. Maintenant, ça, il faut que le monde politique municipal se mobilise et puis fait en sorte de faire respecter une réglementation. Comme par exemple, sur les fermes, chez les agriculteurs, est-ce qu'il y a une loi qui existe présentement pour la stérilisation des chats, par exemple? Il n'y a aucune loi qui prévoit la stérilisation des chats chez les agriculteurs, parce que la loi le prévoit. La loi fait des exceptions, sauf que si on donne un animal, si on vend un animal dans les animaleries, il faut s'assurer que l'animal soit stérilisé. Certaines réglementations, la loi québécoise ne prévoit pas ça encore, mais les règlements de municipalité prévoient ça. Maintenant, les animaux qui sont sur les fermes ne sont pas couverts par la stérilisation réglementaire du gouvernement actuellement, sauf que ça serait bon que si il y a des animaux domestiques sur les fermes, puis tout le monde sait qu'il y en a, puis tout le monde sait que ça prolifère sur les fermes, on devrait obliger la stérilisation. Maintenant, qui va appliquer cette loi-là? Qui va appliquer le règlement? C'est le MAPAC, le grand policier du respect des lois sur le bien-être animal. Le MAPAC ne va agir que sur des plaintes. C'est rare que les voisins vont faire une plainte. Mais dans les municipalités, il y a des inspecteurs municipaux qu'on appelle. L'inspecteur municipal, lorsqu'il est avisé par un citoyen qu'il y a une nuisance par rapport aux animaux domestiques, par rapport aux chiens, par rapport aux lapins, par rapport, par exemple, aux chats, doit inspecter. Quand il y a une plainte, il faut aller inspecter. Il faut aller voir, enquêter, savoir si vraiment il y a quelque chose. Et là, on doit envoyer des sanctions, on doit faire quelque chose, on doit faire appliquer le règlement. Sauf que, même si on a le règlement, si on se ferme les yeux, il n'y aura rien qui va agir.
Rien qui va bouger. Personnellement, moi ici, je demeure dans un secteur de Amqui, le Lanse-Saint-Jean. À mon sens, c'est un des plus beaux secteurs d'Amqui. J'ai fait des plaintes au niveau de la municipalité de la ville d'Amqui depuis 2015. Parce qu'on voit que la prolifération des chats, ça va en augmentant. À toutes les années, depuis 2015, j'envoie des lettres. Et ces lettres-là, c'est au mois d'octobre puis au mois de mars que j'envoie. Je fais les deux. Puis je parle du problème des animaux errants. Il n'y a absolument rien qui se fait. J'ai appris dernièrement que la ville d'Amqui avait eu la visite du MAPAC. Et le MAPAC a fermé le système de ramassage, de cueillette des animaux parce que, apparemment, je ne sais pas pourquoi, mais on ne me l'a pas dit, mais c'est que M. Caron de la MRC m'avait dit dans une réunion que j'avais eue que le MAPAC leur avait dit qu'il n'était pas conforme puis il avait fermé. Maintenant, ça ne veut pas dire que si le MAPAC nous ferme, qu'on ne peut pas, en tant que municipalité, faire un endroit pour recueillir les animaux conformément au règlement du MAPAC, et puis après ça, s'arrimer avec un refuge existant déjà ou prévoyant dans le futur la création d'un refuge dans la région. Maintenant, ça, je pense que ça peut se faire en collaboration avec toutes les municipalités de la région et la MRC. Est-ce que la ville d'Amqui, est-ce que la MRC veulent justement appliquer leurs responsabilités, montrer l'exemple? C'est le premier citoyen corporatif dans une ville, c'est la ville. Puis elle doit, elle, montrer l'exemple aux citoyens. Donc, il y a d'autres villes qui ont déjà des législations à propos de ça. Absolument. Au Québec, on a plusieurs villes. Moi, je prends toujours l'exemple de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville, qui est, pour une petite ville, qui est un leader dans ce domaine-là. Elle a un règlement municipal qui est absolument complet concernant l'euthanasie, concernant la stérilisation, concernant la vente d'animaux, concernant les refuges, concernant la possession d'animal. C'est que la ville d'Amqui pourrait aller référer comme exemple à cette ville-là. La ville de Prévost aussi. Il y a la ville de Bécomo, la ville de Sept-Îles. Tout le monde a des règlements municipaux là-dessus, des règlements municipaux complets qui, je pense, qui se sont inférés de la nouvelle loi provinciale. Parce qu'en lisant ces règlements municipaux-là, je m'aperçois que je lis un peu la loi sur le bien-être des animaux, la nouvelle loi québécoise. Okay. C'est parce que, puis ici à Amqui, moi, pour avoir discuté avec les gens de la ville, ils ont un intérêt à ça. Sauf que il faut que l'intérêt-là, ça monte en haut. Focal au niveau des décideurs politiques. Les décideurs politiques, ce sont nos 6 ou 7 conseillers, là, avec le maire. Si là-dedans, à Amqui, comme je connais, on ne marche que par consensus et non par vote oui puis non, si le consensus n'est pas pour une réglementation sur le bien-être des animaux, il n'y en aura pas. Ça veut dire que chacun et chacune des membres du conseil doit avoir à l'esprit que à Amqui, il y a un problème sur la question des animaux, la question de la possession des animaux, et on doit agir. Nous allons maintenant rencontrer M. Pierre Damour, maire d'Amqui, pour connaître leur opinion et la façon dont ils vont réagir face à cette pétition. Monsieur Damour, il y a une pétition qui va être déposée à la ville d'Amqui. De quelle façon comptez-vous réagir à ça? Bien, d'abord, on va commencer par l'accueillir et puis je pense que dans la suite des choses, en prendre connaissance, voir aussi du côté de l'interne, là, qu'est-ce qu'on avait comme mécanisme d'accueil des animaux errants. C'est sûr que l'été dernier, on était interpellé par le MAPAC là, sur les infrastructures ou la façon qu'on avait d'accueillir ces animaux-là. C'était quoi cette façon? Bien, dans le fond, c'est qu'on avait un local, on avait un espace là, dans lequel on récupérait les animaux. On les amenait là pour s'assurer leur sécurité, les nourrir et on faisait affaire également avec une entreprise qui s'assurait justement
que ces animaux-là étaient traités correctement. On considérait, nous, que les installations qu'on avait étaient acceptables. C'est sûr qu'on peut toujours faire mieux, mais on avait un environnement qui permettait de s'occuper de ces animaux-là errants. Maintenant, à partir du moment où on est interpellé par cette pétition-là dont on va prendre connaissance, donc c'est de l'accueillir et de voir comment, avec ce groupe de citoyens, citoyennes-là qui sont préoccupés par la façon dont on gère les animaux errants, comment on peut trouver des solutions communes qui vont permettre de répondre à cette préoccupation-là. Donc, vous êtes ouvert à réagir de façon efficace? Absolument. Dès l'été dernier, donc on est, faut pas penser qu'on est inactif, là. Le responsable urbaniste est à la recherche de solutions. Maintenant, il y a une responsabilité qui est citoyenne aussi. Hein. Quand on décide d'adopter un animal domestique, bien, on l'adopte pour la vie. Hein? Alors ça, il y a cet enjeu-là en termes de préoccupation, de stérilisation, etc., etc. Donc oui, on va accueillir, on va regarder, mais on va travailler avec ces gens-là pour trouver des solutions à cette problématique-là d'animaux errants. Imposer une réglementation, par exemple, dans les fermes, des choses comme ça, pour la stérilisation? Bien, il faut voir, là, est-ce que c'est par la réglementation qu'on va régler la problématique ou par de l'éducation, amener les gens à trouver des solutions à cette problématique-là. La réglementation, oui, peut être un élément, mais c'est pas toujours la solution. Donc, il faudra qu'on travaille avec ces citoyens-là, qu'on exprime des préoccupations, dans le fond, qui se sont amplifiées, je le dirais, là, avec la problématique au niveau de la façon dont on procédait jusqu'à l'été dernier. Est-ce que la Ville s'investit déjà présentement? Absolument. Là. Donc, à partir du moment où on a parlé de la problématique du lieu, il faut quand même dire que dès qu'on est interpellé pour un animal errant, que ce soit un chat ou un chien, on met cette information-là disponible via notre page Facebook. Et souvent, il y a des citoyens, des citoyennes qui viennent voir, bien, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en est. Et souvent, l'animal qui était errant trouve preneur, donc il y a un propriétaire qui vient adopter. Donc ça, il faut quand même dire que ça répond bien actuellement. Lorsqu'on interpelle via notre page Facebook, notre site web, là, on a des citoyens, des citoyennes que ça l'interpelle et qui viennent récupérer cet animal-là. Donc c'est le meilleur scénario quant à nous. Là. Donc faire la diffusion, puis s'assurer qu'on aura un citoyen, une citoyenne qui va décider d'adopter un nouvel animal domestique. Donc on a ça comme stratégie actuellement qui fonctionne relativement bien quand même, il faut le dire. Alors, on va suivre le dossier. Merci beaucoup. Merci, Mme Nathalie. Au plaisir. À un moment donné, il est venu comme en dedans de moi le besoin. J'étais chez moi et j'avais comme un besoin. Je viens même marabout quand je fais pas mes exercices ou mes activités. Moi, je m'appelle Sylvie Morin. Je travaille pour le CIS du Bas-Saint-Laurent depuis bientôt 25 ans. Je suis l'ambassadrice pour le mois de novembre, le mois du conditionnement physique. Donc, quand on m'a demandé d'être ambassadrice pour ce mois-là, j'étais très touchée parce que moi, ça va faire 3 ans que je me suis remise à faire de l'activité. Puis j'ai mixé toutes sortes d'affaires, toutes sortes d'activités pour que finalement, ça donne du conditionnement physique. Donc, moi, j'ai eu des maux de dos chroniques, d'épaule, de coude. J'ai consulté en physiothérapie et elle m'a donné des exercices. C'est ce qui m'a amené, à un moment donné, à me faire des routines d'exercices. Puis quand je voyais mes gars faire du sport puis que moi, j'attendais sur le banc, je me suis dit, voilà le beau temps pour moi faire de l'exercice. Donc, je me suis mis à courir. J'avais jamais fait ça. Et je viens ici, moi, régulièrement sur le rond de course de la Polyvalente. C'est accessible pour moi. Et je fais, oui, je cours. Je peux courir des 5 km maintenant. Mais je fais du court-marche aussi. J'ai un vélo stationnaire chez moi. Je fais de l'aquajogging l'hiver à la piscine d'Amqui. Je fais des petits poids aussi pour le haut du corps et tout ce qui vient avec. Donc, je prends... Aussitôt que j'ai une demi-heure, j'ai un 30 minutes. Des fois, je le fais souvent sur l'heure du dîner, c'est ce qui est plus accessible. Mais des fois, quand tout le monde s'assied à la TV le soir, ben moi, je pars dehors. Parce que mon but, c'est de faire au moins 30 minutes par jour. Donc, je peux partir marcher avec le chien. Si je suis plus fatiguée, je marche au lieu de courir ou je pars courir. Je cours même l'hiver maintenant. J'ai mes souliers d'hiver, je me mets un bandeau, puis je pars... prendre de l'air dehors. Parce que moi, c'est sûr, je fais ça beaucoup en solitaire. Hein? Il y en a qui vont en salle, puis c'est très personnel. Moi, ça se passe entre moi et moi. Je mets de la musique, puis je peux être où c'est pas beau, puis ça me dérange pas.
ça se passe tout en dedans de moi. C'est sûr qu'au début, d'entrer ça dans un horaire, c'est pas si facile. Moi, je me mettais des journées sur mon calendrier. Puis c'est sûr qu'au début, là, j'avais à peu près 2 fois semaine où je me disais, même si c'est juste 20 minutes, j'ai commencé avec des 20 minutes de cours marche. J'arrivais chez nous, là, je faisais mes petits poids. Mais c'était très court. Puis je pense qu'ils disent 21 jours pour créer une habitude, puis c'est vrai. C'est vrai. Puis il faut pas lâcher parce que cette habitude-là, elle va faire partie de nous. Fait que dans le fond, c'est de commencer plus petit. Ceux qui peuvent pas être seuls, c'est sûr qu'ils vont chercher des gens pour se motiver. Moi, c'était ma remise en forme. Puis la vie nous a donné la santé. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui sont morts très jeunes et ils n'ont pas la santé. Donc, je me dis, moi, la vie me l'a donné, je vais en prendre soin. Fait que, mais commencer par plus petit, là, ça serait le secret, je pense. Donc, je suis fière d'être ambassadrice du mois de novembre. Puis, j'espère influencer plein de monde tout autour de moi. J'essaie de le faire au bureau. On a parti un petit club de marche 2 midis semaine. Là, pour l'instant, on n'est pas beaucoup, mais j'espère à un moment donné pouvoir influencer les gens. Fait que j'aimerais ça que les gens, un jour, puissent découvrir ça. Fait qu'on souhaite que Défier la Vallée puisse développer ça chez les gens, puis leur apprendre ça, puis leur faire découvrir ça. Le 9 décembre prochain, vous êtes conviés au banquet du Centre chrétien d'Amqui et cette année, les profits seront remis à la famille d'Anthony Gagné. Alors, voici la présentation. Bonjour, mon nom est Denis Lavallée, je suis pasteur du Centre chrétien d'Amqui et cette année, dans le cadre de notre banquet de Noël 2018, nous voulons vous inviter à la salle communautaire d'Amqui qui aura lieu le 9 décembre de midi à 3 heures. Et pour cela, nous avons pour thème cette année « Lumière sur la ville » et on invite toutes les familles à venir y participer. Notre équipe SEM, cette année, on veut soutenir une famille, la famille Gagné, qui ont un petit garçon de 3 ans et demi, qui ont besoin d'une chambre hyperbare pour des soins particuliers. Et on est bien heureux de pouvoir soutenir cette famille-là cette année. Bonjour, mon nom c'est Jean-Pierre Gagné, j'ai le père d'Anthony Gagné. Moi c'est Vicky Galland, je suis la maman d'Anthony Gagné. Pour commencer, je vais parler d'Anthony. Anthony Gagné, c'est le 6e de mes enfants. On a une grosse famille. Anthony, c'est un petit bonhomme qui aime sourire, qui aime jouer, qui court partout, qui est super intelligent. Il y a eu un début de vie difficile. Il y a eu un trauma, un accident à 2 mois, fracture du crâne, hémorragie cérébrale sévère. Suite à ça, il a été transporté à Montréal Children. On a pensé qu'on allait le perdre. Il s'en est sorti, mais on ne pouvait pas savoir c'était quoi les séquelles. Là, on vient de savoir qu'Anthony fait de la dyspraxie verbale. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que son cerveau n'est pas capable de coordonner et de planifier les mots, de planifier sa bouche, comment placer ses lèvres, sa langue pour faire sortir les sons, pour tout démêler, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau quand il veut dire une phrase. Le meilleur des diagnostics, c'est beaucoup d'orthophonie pour en arriver peut-être vers l'âge de 8, 10 ou 12 ans à faire des petites phrases courtes. La chambre hyperbare, c'est important pour Anthony parce que, à cause de son traumatisme, à cause des séquelles, exemple la dyspraxie verbale, puis probablement encore d'autres diagnostics à venir. D'autres diagnostics à venir que le neurologue nous a confirmé que vers l'âge de 5 ans, là, ça allait débourrer à cause de sa chute. C'est important pour Anthony parce que ça apporte de l'oxygène en grande quantité. C'est une espèce de pression.
Ça l'aide aux cellules à la guérison, ça l'aide à régénérer un peu des cellules qui ont été brisées. Notre équipe SEM est composée de 5 personnes et on a comme mission de semer l'espoir dans la Matapédia par des gestes d'entraide, d'amour et de soutien parmi les familles. Tous vos dons seront pour soutenir Anthony et on vous invite à notre banquet 2018 qui aura lieu le 9 décembre à la salle communautaire de midi à 3 heures. À bientôt. Présente dans le milieu depuis mai 1990, l'Association coopérative d'économie familiale ACEF de la péninsule est un organisme à but non lucratif ayant un statut de coopérative à fin sociale qui offre des services d'aide directe à la population et organise des activités d'information, d'éducation et d'intervention. Les consultations sont gratuites et confidentielles. Elles s'adressent aux personnes qui rencontrent des difficultés budgétaires et visent à solutionner les problèmes d'endettement. Un service de défense de droits des consommateurs est également offert. Ce volet inclut le soutien et l'accompagnement des individus. Chloé, on est à l'approche de Noël et puis les cartes cadeaux, bien souvent, c'est une solution assez rapide. Oui, effectivement. Là, des fois, on ne sait plus, mais j'y donne quoi? Est-ce que je donne quelque chose? Je suis dans ses goûts? On ne veut pas se faire virer de bord aux fêtes. Carte cadeau, c'est la solution magique. Encore plus quand on est parent d'ado, à ce que j'ai entendu dire. Carte cadeau d'ado! Carte cadeau d'ado, c'est souvent demandé. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec les cartes cadeaux? On dit, OK, je les achète, mais est-ce qu'il y a des conditions qui viennent avec ça? Ben oui, absolument. Et non, des fois, c'est surprenant. La date d'expiration, par exemple. Souvent, on se dit, ah, ben là, il faut l'utiliser avant une certaine date. Eh bien, non. La loi sur la protection du consommateur est très claire là-dessus. Il n'y a pas de date d'expiration sur une carte cadeau, tout simplement. Ça veut dire que je peux l'utiliser dans les 6 mois qui suivent, mais aussi dans les 3 ans et demi qui suivent. Que ce soit pour un produit, un service, n'importe quoi. Bien, presque n'importe quoi. C'est vraiment au niveau de la carte cadeau. C'est sûr que si je parle d'une carte que j'achète de transport, là, qui est plus ou moins une carte cadeau, là, bien là, oui, il faut que j'utilise dans le mois, là, ça c'est sûr. Mais généralement, si on parle de magasins, entre autres, là, ou de cartes prépayées, il n'y a pas de date d'expiration. Donc, je l'utilise là, quand je veux bien l'utiliser. Aussi, il faut se rappeler qu'il y a quand même des règles qui sont définies par le commerçant, mais il est tenu aussi de nous en informer. Hein. Des fois, on l'achète, on ne s'est pas trop renseigné, mais il faut que l'information nous soit remise. Soit elle est inscrite directement sur la carte ou avec un document aussi qui peut nous être remis pour vraiment être au courant des règles, parce qu'il y a peut-être des exceptions, peut-être qu'il y a des choses que je ne peux pas acheter avec la carte, peut-être qu'il y a un montant minimal, maximal et tout ça, donc c'est des choses qui sont à vérifier. Et puis, on peut quand même demander aux commerçants d'avoir le dernier 5 $ qui reste sur la carte. Oui, des fois, on va acheter quelque chose, puis là, il nous reste 4,82. Et on se dit, qu'est-ce que j'achète avec 4,82? Donc, on a le droit, avec 5 $ au moins, de demander le remboursement au commerçant, mais il faut le demander. C'est pas quelque chose qu'il va nécessairement nous offrir. Donc, je pourrais avoir la balance de la carte. Si elle a 5 $ au moins, je pourrais le demander tout simplement, puis on va me le remettre comptant. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Aussi, c'est intéressant de savoir que les cartes, par exemple, qui sont remises gratuitement par un commerçant, en cadeau, là, mais elles ne sont pas soumises aux lois. Alors, elles peuvent avoir une date d'expiration. Non, je ne peux pas demander de remboursement de 5 $ ou moins parce que là, c'est un cadeau donné par le commerçant. Par exemple, j'achète pour 100 $ et on me dit, bon, bien, on vous remet une carte de 25 $ applicable dans 3 mois pour un achat de plus de 75 $. Bon, bien, là, elle m'est donnée. Fait que je ne peux pas la négocier, mais je peux en profiter si je veux. OK.
Alors, il faut quand même être à l'affût de tous les règlements quand on s'achète une carte cadeau. Oui, quand même. C'est important de vraiment bien lire les règles qui l'entourent. Et puis, c'est sûr que si on a des questions, le site de l'OPC, l'Office de la protection du consommateur, est vraiment très bien fait. On peut aller sélectionner tout simplement dans le bien carte cadeau. Donc, c'est opc.gouv.qc.ca. Plein d'informations au niveau de la protection du consommateur, les cartes cadeaux, mais beaucoup, beaucoup d'autres termes aussi. Merci beaucoup, Chloé. Ça me fait plaisir. Pour découvrir les accomplissements de votre télévision 100% matapédienne, voyez la diffusion de notre plus récente Assemblée générale annuelle. L'émission sera diffusée du 30 novembre au 4 décembre prochain, en plus d'être disponible sur la chaîne YouTube de votre TVC. La TVC de la Matapédia, on s'y retrouve partout. Cette année, c'est moi le porte-parole de l'Opération des Rouges. Moi pis l'ours, on s'entend déjà à merveille. Touche-moi pas, j'ai pas le goût de sentir le vieux tapis. Si t'as les facultés affaiblies, appelle un ami, un taxi ou appelle-nous l'Opération des Rouges, parce que t'as pas le goût de retourner en dedans. C'est quoi, tu l'aimes pas, mon slogan? C'est excellent, ce slogan-là. C'est quoi tu veux que je dise? L'Opération des Rouges, la meilleure idée de la soirée. Mon slogan était bien meilleur. Il faisait peur. En devenant membre de la TVC, vous contribuez à maintenir un véritable outil d'animation, d'information et de développement du milieu matapédien. Vous assurez la survie de notre organisme. Vous contribuez au maintien de 4 emplois dans la Matapédia. Vous démontrez votre soutien au seul média 100% matapédien. En devenant membre de la TVC, vous nous permettez de nous développer pour vous offrir du contenu de qualité et de nouvelles productions originales. C'est ce qui complète l'émission pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles ou encore des suggestions, des événements à me communiquer, eh bien faites-le au 88 629 4503 et je vous invite encore à jouer au Télébingo ce dimanche à 12h30. Bonne semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.